Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui pour la première fois, et j'en suis ravi, Stéphanie Duncan, journaliste entre autres, pour son livre Espion en guerre chez Talendier. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir, comme je vous disais hors antenne, on n'a pas souvent des femmes, donc c'est bien, c'est encore mieux, je suis encore plus content. Ce livre est issu des podcasts, enfin des émissions, des podcasts que vous faites sur France Inter, j'allais dire quotidiennement, très souvent. Non, heureusement, il n'y en a pas un par jour, là je serais morte. Oui, je connais. En tout cas, ce livre trace, à travers une série de portraits parfois saisissants, l'histoire du renseignement moderne. Alors, c'est le XXe siècle, du début du XXe siècle à la guerre froide. Derrière les grandes batailles qu'on voit à travers le livre se cachent des agents, souvent anonymes. Évidemment, c'est un peu leur rôle, avec des motivations diverses, c'est assez amusant, patriotiques, idéologiques, parfois opportunistes. Alors, il y a plein de chapitres, évidemment, pas forcément toujours des personnages sympathiques, Non. même parfois très antipathiques. Oui, il y a des crapules. Ouais, j'en ai noté un, Sidney Reilly, je ne sais pas comment on dit, Reilly. Sidney Reilly, je dirais. Reilly, Oui. ouais, effectivement. Et vous montrez en fait que l'espionnage, c'est finalement une zone grise, héroïsme, trahison, les convictions, le courage, la manipulation, tout ça s'entremêle. Mais on a besoin d'eux. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez aussi à leur psychologie. Et ça, c'est pas toujours le cas. J'ai eu des livres sur l'espionnage, mais c'est pas toujours le cas. Pourquoi déjà vous avez choisi de transposer les podcasts en livre ? Parce que Talendier me l'a demandé et je pense que c'est une excellente raison. Ça me semble une bonne idée. Ouais. Voilà, et c'est une manière que les gens puissent lire le livre. Là, en plus, c'est un beau livre qui est assez souple, un petit objet qui est très joli, avec des dessins d'Alizé Depin qui sont très réussis. Oui, je suis d'accord. Et ça se lit facilement, on peut le lire dans le métro, dans le train, au lit, et c'est captivant, je crois. Absolument. Ce sont des histoires qui ne sont pas très longues, mais qui sont toutes différentes et assez captivantes, il me semble, avec des histoires qui se passent pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde, la guerre du Kippour. Voilà, on brosse un peu tout le XXe siècle dans différents pays, et c'est ça qui m'intéresse. Comment vous avez sélectionné ces personnages ? Parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. D'abord, vous avez choisi le XXe siècle. On aurait pu remonter à la nuit des temps, quasiment. Voilà, oui. Mais bon, j'ai essayé de prendre des personnages pour lesquels on a une information relativement complète. C'est toujours difficile. C'est de l'espionnage, donc forcément, ce sont des personnages méconnus. Il y a des historiens qui se sont penchés sur leur histoire. Donc, c'est ceux-là que j'ai privilégiés. Voilà, il y a une historiographie, notamment anglo-saxonne, qui était en avance dans ce domaine. Vraiment, il y a des historiens sérieux qui s'intéressent au renseignement depuis longtemps en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. En France, ça commence depuis quelques années. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en France, c'était un peu un domaine policier, un peu aventure, voilà, pas toujours écrit d'une manière sérieuse et fiable. Ouais, c'est vrai. Et depuis quelque temps, voilà, ça a changé et on trouve des bonnes études, des thèses, même le portrait que je fais de Marthe Richard dans le livre, par exemple, eh bien, c'est grâce au travail d'un jeune historien, Christophe Bettenfeld, qui a fait sa thèse, qui est sur son arrière-grande-tante, qui était donc Marthe Richard. Ouais. Et il est venu me voir et m'a dit, voilà, j'ai écrit ça, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous confie ma thèse. Et il a écrit tout un chapitre sur la partie espionnage, donc de la carrière de son arrière-grande-tante. Et c'est pas du tout hagiographique, c'était pas une grande-tante très aimée dans sa famille. Et mais il a écrit cette thèse, et donc c'est un travail très sérieux et en même temps qui nous révèle plein de choses qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne savais pas qu'elle avait été espionne, en fait. Évidemment, Marthe Richard, tout le monde connaît. La fameuse, c'est quoi ? La veuve qui clôt. Voilà, c'est ça. On la connaît. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde sait ce que ça veut dire, veuve qui clôt. Tout le monde comprend en fait le jeu de mots, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sauraient veuve qui clôt, veuve clicquot pour le champagne, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas compris. Évidemment, moi je connaissais que cette partie-là. Je savais vaguement qu'elle avait été un peu prostituée et encore, mais vous racontez des choses incroyables. Ben oui, c'est des choses qui sortent d'une thèse et voilà, je les raconte dans ce livre. C'est un personnage intéressant. Vous avez trouvé un fil conducteur à travers tous ces personnages ?
Et ce que j'essaye de montrer, c'est leur trajectoire, c'est-à-dire d'abord qu'est-ce qui motive un espion, une femme ou un homme à devenir espion, parce que généralement quand on est enfant, enfin il y en a qui disent quand je serai grand, je serai espion, mais bon, quand pas j'étais petit, je toujours. voulais faire ça, Oui. James Bond, forcément. Donc il y a effectivement la question de la motivation qui est intéressante, je trouve. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'idéologie? Est-ce que c'est un désir de vengeance, une humiliation? Est-ce que c'est un goût d'aventure? Généralement, il y a toujours un peu un goût d'aventure. Oui. Parce qu'il faut quand même... il ne faut pas avoir peur quand même pour se lancer là-dedans, surtout en temps de guerre. En temps de guerre, oui, parce que là, en plus, c'est vraiment période de guerre. C'est ça. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre, et c'est ça que je trouve intéressant, qui n'étaient absolument pas destinés à être espions. Je pense les femmes, notamment. Bon, il y a Marthe Richard, mais il y a aussi Christina Skarbek pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, je l'aime beaucoup. Une femme. Oui, ça se sent que vous l'aimez bien. Parce que, en fait, c'est celle. La façon dont vous l'écrivez. Mais je les aime tous. Oui, mais celle-là, ça se sent quand même. Même les crapules. On les aime, c'est-à-dire, on les aime pas personnellement, mais on aime leur histoire, on aime. C'est des histoires tellement mystérieuses et à chaque fois elles sont différentes. C'est ça. Christina Skarbek, donc c'est une femme belle, élégante, mariée. Et puis on est dans les années 30. Elle se présente même pour être Miss Pologne. Enfin voilà, on n'est absolument pas dans le monde de la guerre, du renseignement, etc. Mais elle est très sportive et elle a beaucoup de cran. Donc ça va lui servir. Et en 1939, en septembre 1939, quand elle apprend que son pays a été envahi par l'armée d'Hitler. Elle est à ce moment-là en Afrique du Sud et elle arrive en Angleterre avec son mari. Elle dit il faut absolument que je fasse quelque chose pour mon pays. Et elle va se présenter au service de renseignement parce qu'elle connaît quelqu'un qui y travaille. Et elle va expliquer, voilà, moi je veux faire quelque chose. Et les Britanniques, à ce moment-là, ils ont vraiment besoin de savoir ce qui se passe en Pologne, qui est occupée par les Allemands. Et ils vont lui proposer, effectivement, des missions là-bas. Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et elle va montrer un cran énorme et une efficacité. Et elle va partir plusieurs fois en mission en Pologne occupée. Elle passe en ski, à ski en Pologne, à travers les montagnes, pour éviter évidemment les routes les plus fréquentées. Et elle va réaliser ses missions brillamment, quoi. Je crois qu'en plus elle est juive. En plus, par sa mère, elle est juive. C'est ça, en plus, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, pour une seule personne, et ça marche. C'est ça qui est absolument incroyable. Ça marche, oui. C'est recommandé. La façon dont vous écrivez, on est presque dans un roman, et pourtant c'est la vérité. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a une espèce de cliffhanger. On se dit, il faut absolument que je continue. Moi qui lis la nuit, je dis bon, je vais continuer. C'est quand que je dors. c'est un truc de fou. Et très souvent, je me suis pris à voir la suite parce que je veux avoir la suite. C'est bien écrit, franchement, et je le dis pas toujours, hein. C'est pas parce que vous êtes là que je le dis. Je sais pas, j'écris comme j'écris pour la radio. Et c'est dur justement de transposer. Oui, enfin on transpose un peu. Mais je pense que, on me le dit, quoi. Mais mon éditrice m'a dit, mais on entend ta voix quand tu écris dans ton texte. Mais c'est vrai que j'essaye d'avoir un style... déjà, quand j'écris pour la radio, j'essaie d'avoir un style à peu près correct, en français, d'écrire en français. Et non, je sais pas, mais... puis, quand j'écris pour un livre, je transpose un peu. Il y a des expressions orales qui ne fonctionnent pas à l'écrit, et du coup, j'arrange un peu, effectivement. C'est normal. Est-ce qu'il y a une figure qui vous a le plus bouleversé que d'autres? Est-ce qu'un personnage vous a plus marqué, vous avez été plus surprise? Christina Skarbek, donc je l'ai dit, sa trajectoire, sa fin tragique, je ne vais pas la raconter ici parce qu'elle est étonnante, parce que c'est des personnages qui sont pris dans la guerre, qui ont des convictions parfois. Il y a des crapules aussi qui sont intéressantes. Il y a l'histoire de femme, Xuan Han aussi, qui est assez étrange. C'est un Vietnamien qui est pris pendant la guerre du Vietnam. On est dans les années 60-70. Et cet homme, il vit à Saigon au moment de la présence américaine. Et il travaille beaucoup pour les journalistes, en fait. C'est pas un espion officiellement. Et il est journaliste, il travaille pour Time Magazine, Newsweek. Enfin voilà, il travaille avec les Américains, il connaît beaucoup de choses. C'est un peu l'homme indispensable que tous les Américains fréquentent à Saigon. Et puis quand
au moment de la chute de Saigon en 1975, donc les Américains fuient puisqu'il y a l'arrivée des communistes. Et ils disent à Pham Xuan An, c'est son nom, ils disent viens avec nous parce que tu vas être compromis, tu vas avoir des problèmes avec les Nord-Vietnamiens. Et il dit non, moi je peux pas, il y a ma vieille mère qui est là, je peux pas partir. Et puis en fait, on va découvrir 1 an ou 2 ans après que cet homme en fait travaillait pour le Nord-Vietnam pendant tout ce temps, même à l'époque de l'Indochine française. Ouais, c'est dingue. Et cet homme, c'est assez incroyable, quoi. Il a pendant des années, il a fait croire qu'il était du côté des Français et des Américains. Et en fait, non, il travaillait pour le Nord-Vietnam. Il faut à la fois un culot et il faut une sacrée force de conviction quand même. Oui, et puis il ne faut pas avoir peur parce que faut dominer sa peur. Effectivement. Est-ce qu'il y a une espionne qui, selon vous, illustre le mieux la condition féminine dans la guerre secrète ? Parce qu'elles sont toutes différentes en fait. Elles sont toutes ont différentes. peut-être des points Qu'est-ce qu'il y a comme femme encore ? Il y a aussi Marthe Richard, je l'évoquais. Anna Montes, elle est intéressante aussi. Ouais. Elle, c'est une espionne américaine. Elle travaille pour les services secrets. Elle a un nom d'origine espagnole parce qu'elle est d'origine... Je sais pas. Elle est portoricaine. Elle est d'origine portoricaine, mais elle est une citoyenne américaine. Elle est née aux États-Unis et elle va être engagée par les services secrets américains, normalement, quoi. Elle travaille pour le DNA. Et ce qu'on va découvrir, mais très tardivement, c'est qu'elle va en fait travailler pour les services secrets cubains. Elle est arrêtée en septembre 2001. Septembre 2001, vous savez, tard, c'est l'attentat des Twin Towers. Et dans ce contexte, voilà, elle va être arrêtée. On va un peu oublier cette arrestation parce que évidemment, il y a une actualité beaucoup plus importante au même moment. Mais on va découvrir qu'elle a été pendant très longtemps une agente de Cuba et avec des motivations idéologique, quoi. Elle est fervente communiste. Et pourtant, certains ont eu des soupçons. Elle est même passée au détecteur de mensonges. Elle est passée au détecteur de mensonges, mais voilà, il y a moyen apparemment d'y échapper par des techniques qu'on apprend justement à l'époque. Je me suis dit, zut, alors vous ne donnez pas les techniques. Je sais pas. On ne connaît pas les techniques. Je ne connais pas les techniques. Non, c'est dommage, mais effectivement, ça prouve qu'on peut effectivement échapper à ça. Si on revient sur 2 secondes sur Marthe Richard, qui n'était pas d'ailleurs, je pensais que c'était son vrai nom, mais c'est pas son. Marthe Richer. C'est Richer, c'est ça. Est-ce qu'elle est plutôt. De son nom de femme, de son nom de jeune femme, enfin nom de jeune fille, comme on dit, Bettenfeld. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est plutôt pour vous une héroïne ou une opportuniste ? Non, c'est une héroïne. Elle a été une très bonne agente. Ben non, c'est pas du tout une opportuniste, parce que quand elle s'est retrouvée à la fin de la guerre, le 2e bureau qu'il avait engagé, il l'a laissé tomber, elle s'est retrouvée sans rien. Non, elle n'est pas opportuniste. Elle sait, au moment, on est pendant la Première Guerre mondiale, elle veut faire quelque chose. Il y a son mari qui vient de mourir sur le front à Verdun. Elle propose ses services comme aviatrice, parce qu'elle est aviatrice, ce qui est quand même assez rare à l'époque, surtout pour une femme. Et l'armée ne veut pas, parce qu'une femme ne s'engage pas dans l'armée. Et on lui dit, par contre, capitaine Ladoux, qui est aussi engagé Mata Hari, lui dit, mais si vous voulez, vous pouvez être espionne. Et donc, il l'envoie en Espagne pour devenir la maîtresse d'un Allemand qui s'occupe du contre-espionnage allemand en Espagne, où il y a toutes les bases des U-boats, des sous-marins. Donc, c'est un enjeu extrêmement important dans la guerre sous-marine. Non, elle prend des risques énormes. Elle fait ça pour la France. On lui dit, il faut que tu couches avec les Allemands parce que tu sais, il y a les poilus, eux, ils donnent leur corps dans les tranchées. Ben, toi, c'est pareil, tu dois y aller. Elle ne veut pas le faire, mais elle le fait quand même. Donc, non, je pense qu'elle n'est pas... Vraie héroïne. C'est une héroïne, voilà. Elle survit, hein. Bon, elle meurt pas sur le front, mais c'est quand même, voilà, c'est un don de sa personne. Ouais, et puis après, elle se venge en plus, elle le dénonce. Elle le dénonce, oui. Ouais, c'est terrible. Ursula Kuczynski, là, moi j'ai trouvé des ambiguïtés morales dans l'espionnage. C'est pas toujours. Ah oui. C'est une femme, une Allemande. C'est intéressant d'ailleurs. Mais oui, c'est un personnage intéressant. C'est une Allemande qui fervente communiste dans les années 20.
On est à l'époque, voilà, c'est les nazis qui montent, qui arrivent au pouvoir. Elle va s'engager donc pour le KGB. Quand elle est à Shanghai, elle est avec son mari, elle va avoir un bébé, mais elle va délaisser un peu son rôle de mère de famille. Un peu, c'est un Un euphémisme. peu, oui. Et en même temps, elle va avoir 3 enfants avec 3 hommes différents. 3 hommes différents. Elle va arriver à gérer tout ça. Et en même temps, le fait d'être mère de famille, ça va être un peu une couverture pour elle. Parce que, bon, je ne vais pas raconter toute sa carrière. Il faut lire le livre. Mais et à un moment, elle se retrouve, elle est en Angleterre, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un agent du contre-espionnage britannique qui vient chez elle, parce que quand même, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, ils commencent à avoir des soupçons. Elle vit dans un petit cottage anglais, très, très, très mignon. Et elle reçoit cet homme. C'est la mère de famille. Elle lui sert du thé, des scones. Et elle lui fait tout un numéro de « Mais non, moi, je suis une gentille mère de famille. Je ne suis pas du tout espionne. Elle est très sympa. » Et voilà, l'agent repart. Il n'a rien vu, quoi. Ouais, c'est une scène à la Tarantino, ça, pour moi. Ah oui, c'est une scène de cinéma. Bon, chaque histoire pourrait faire je suis assez d'accord, effectivement. On parlait tout à l'heure de Sidney Reilly, un personnage vraiment pas sympa. Alors il y en a un autre, Eddie Chapman, qui est pas sympa non plus, mais il est plus sympa quand même. Sidney Reilly, donc c'est vraiment un sale bonhomme. C'est une histoire sans fin. C'est un homme en fuite permanente. Il est né en Ukraine, c'est un juif ukrainien, mais ça on l'a su assez tardivement. Un parti russe. Voilà, et du coup. Il est engagé par les services secrets britanniques et il va, et en même temps c'est un escroc, il va participer à l'assassinat d'un homme dont il va épouser la femme pour l'héritage. Ah oui, non, c'est un drôle de bonhomme. Oui, il a la réputation d'avoir eu 7 femmes, parfois, ce qui est un peu exagéré. Mais c'est un homme qui a beaucoup créé de légendes, donc c'était pas toujours facile de faire la part entre la légende et la réalité historique. Heureusement, il y a des livres, il y a eu des historiens qui ont un peu travaillé sur le personnage, donc c'était heureusement pour raconter son histoire. Mais effectivement, il va partir à un moment. Il est envoyé par les services britanniques en Russie en 1918 pour fomenter un coup d'État, préparer un coup d'État. C'est rare de trouver un espion britannique qui parle russe. Donc, comme lui, il a vécu en Russie. Donc, il va participer à une tentative d'attentat, de coup d'État contre Lénine qui va capoter. Et il va mal finir. Il va mal finir. Enfin, on est d'accord. Enfin, il a mal commencé, il finit mal. Ah, mais il a quand même réussi des choses. Hein. Ouais. Mais justement, quelle place, selon vous, le renseignement occupe dans les victoires ou les défaites de ces guerres du XXe siècle? Parce que finalement, ça a été important. Parfois, il y a des choses qui passent un peu inaperçues parce que je pense qu'il y a pendant la guerre froide, il y a eu quand même des épisodes très chauds et qui ont été refroidis justement grâce au travail des espions dont on ne parle pas forcément. Par exemple, Oleg Gordievsky ou Richard Kuklinski, dont je parle dans ce livre, qui est un espion, un officier polonais du renseignement polonais, donc côté communiste, et qui va travailler et donner des informations à la CIA pendant très longtemps, et qui va jouer un rôle important au moment de... à l'époque de Solidarność, de la Pologne qui est menacée d'être envahie par l'armée soviétique. Enfin, c'est très très chaud. À ce moment-là, on est en 1980-82. C'est tout le pacte de Varsovie. Voilà, et donc il est possible que cet homme ait joué un rôle quand même assez décisif pour empêcher justement une attaque soviétique sur la Pologne. Ouais, effectivement. Alors je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a comme Polonais en fait Mais c'est normal, avec la guerre froide, c'est un des pays qui finalement fait le tampon. Bah oui, et puis il faut savoir quand même qu'en 1940, quand en France occupée, il y a eu beaucoup de réseaux polonais qui ont été créés, justement, des réseaux de résistance en France qui ont été créés par des Polonais, justement, qui avaient été obligés de fuir
leur pays. Donc ça, on leur doit beaucoup quand même. Exact. Alors après, je me disais, au fil des lectures, je me disais, est-ce qu'il y aura des Français? Oui, il y a des Il y en Français. a, Il y a des Français dans les deux camps, en fait, d'un côté. Alors, moi, celui Oui. qui m'a le plus étonné, c'est évidemment le journaliste. Jean Clémentin. Alors lui, pourtant... ça, pas sympathique. Et je me souviens pas de ça, en fait. J'étais peut-être trop pitchoun, j'en sais rien. Je suis passé totalement Non, à côté de moi non plus. cette info. Oui. Ça, c'est incroyable. C'est une histoire qui a été révélée assez récemment. Hein. C'est un homme, il est mort il n'y a pas très longtemps. Il avait 95 ans, je crois. Et on a appris. Alors, comment on l'a appris aussi, c'est assez intéressant. C'est un historien tchèque qui travaillait sur les archives des services secrets tchèques de l'époque russe, l'époque soviétique, je veux dire, l'époque communiste. Et il a découvert le nom d'un agent, un certain Pipa, qui était français. Et il a averti un journaliste, Vincent Jauvert, du Nouvel Obs, qui a fait une enquête lui aussi. Il a découvert assez rapidement qu'il s'agissait de Jean Clémentin, nom de plume Jean Manin, nom de plume Jean Manant, qui a été pendant très très longtemps journaliste au Canard enchaîné, rédacteur en chef au Canard enchaîné, grande figure parisienne, il écrivait des romans, il a été invité au moins 2 fois chez Bernard Pivot, C'est ça, il a suivi la à la télévision. Alors c'est un personnage sympathique en apparence, jovial, rigolo, toujours la pipe à la bouche, faisant des blagues, etc. Et puis on découvre que c'est pas si drôle que ça quand même sa carrière. Il a travaillé dès les années 50, apparemment par conviction au départ. Pour les services, services tchèques. Au début, il le fait par conviction, puis après, il se dit tiens, je vais avoir un peu d'argent, j'ai besoin de m'acheter une voiture. Après, il veut s'acheter une maison à Meudon. Enfin, voilà. Et puis bon, il y a l'invasion, la Tchécoslovaquie en 68. Et bon, il dit oui, c'est pas bien, mais enfin bon, je vais quand même continuer à travailler pour les Tchèques. Enfin, voilà, c'est un drôle de bonhomme. Ouais, c'est un sacré bonhomme. Il y a Passy aussi. Alors, je connaissais pas non plus. Alors là, lui, je le connaissais pas du tout. Ah ben Passy, c'est quand même une grande figure de la résistance. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Cet homme, colonel Passy. Au début, il s'appelle André de Wavrin, c'est un militaire français. Et puis en 1940, il se retrouve à Londres parce qu'il n'a pas envie de se retrouver en France. Et il va voir un certain général de Gaulle. On est en juin 40, peut-être le 30 juin, il a 29 ans. Et lui, c'est un officier du génie, il n'a rien à voir avec l'espionnage. Il va voir le général de Gaulle qu'il reçoit. La France libre, à l'époque, c'est rien. Quoi. Ils sont une poignée. Ils ont un petit bureau de rien du tout. Il y a une table, une chaise. Et général de Gaulle le reçoit. Et qu'est-ce que alors? Présentez-vous, Et puis, à la fin de conversation très brève, général de Gaulle lui dit vous allez créer le deuxième bureau de la France libre. Le pauvre André de Wavrin, il a 29 ans. Et il dit mais moi j'y connais rien à l'espionnage. J'ai lu des romans d'espionnage quand j'étais gamin, mais c'est tout quoi. Il dit débrouillez-vous. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il va commencer. Et il va créer le BCRA qui va jouer un rôle capital pour la France libre, pour la reconnaissance de Gaulle le lendemain de la guerre. C'est des personnages fascinants. Oui, c'est ça. Et c'est cette petite histoire qui fait la grande, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils influencent plus l'histoire que des généraux. Ah ben non, je pense que les généraux aussi... je sais pas. On me dit, la preuve... On pourrait faire un livre sur les généraux. Oui, on pourrait. Mais c'est fou tout ce qu'ils sont capables de faire. Et j'ai vu aussi... Je n'étais pas au courant de... Alors, je crois que c'est... je ne sais plus quel est l'espion qui est agent double pour les Allemands et pour les Anglais et qui fait croire que l'usine a explosé. Ah, c'est Eddie Chapman. Chapman, voilà, c'est ça. Eddie Chapman, c'est un personnage amusant aussi. Il est amusant, mais c'est fou ce que les Anglais sont capables de faire pour faire croire, de tendre cette... il faut expliquer un tout petit peu. Il faut faire croire aux Allemands que les Allemands ont bien réalisé une explosion d'une usine d'aviation. Et donc, pour faire croire que la mission de cet espion a réussi, vue d'avion. Donc on tend, déjà on fait une toile peinte. Ça, c'est fou. Quoi. Et on la dépose sur le site de l'usine pour que d'avion, on puisse croire que ce site a été détruit, bombardé, quoi.
Ça, c'est... qui est... ouais. J'ai l'impression qu'il y a que les Anglais pour faire ça. Bah oui, ils ont Après, un talent, ils ont un talent d'imagination. incroyable. Ils font appel à des artistes aussi. Enfin, ils en font appel à des magiciens. Ouais, Enfin, à c'est l'époque, en tout cas. extraordinaire. Maintenant, Bah, peut-être, je ne sais c'est pas. toute l'opération avant le débarquement. Enfin, c'est tout ça. Enfin, c'est Oui. absolument dingue. Mm. Et je me disais, mince, est-ce que nous, on est capable Il de faut faire ça? avoir de Oui, on l'a fait, l'imagination, hein. mais ça n'a pas servi. Mais c'est dommage. Donc, quand on a fait un faux pari, pendant la Première Guerre mondiale, pour que justement les avions allemands croient qu'ils bombardent Paris alors qu'ils bombardaient rien du tout, des champs, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Donc, on aurait pu le faire aussi. À votre avis, la perception de l'espionnage, elle a évolué entre 1914 et nos jours, enfin on va dire la guerre froide, ou finalement non, c'est la même chose? La perception par le grand public, vous voulez dire? Les deux, des deux côtés en fait. L'espion reste le même. C'est des humains. Ce sont des humains et on a besoin du renseignement humain. Je pense que ça, c'est une chose que même aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, je pense qu'on aura toujours besoin de renseignements humains. C'est même avec la technologie la plus développée, On le l'a vu avec le renseignement 11 septembre. humain. Oui, on l'a vu le 11 septembre, on l'a vu aussi le 7 octobre Oui, avec l'attaque sur Israël. absolument, je suis d'accord. La perception du grand public, elle, selon vous? Je pense qu'il y a un côté aventure qui évidemment est excitante. C'est l'espionnage, c'est toujours un peu mystérieux. Puis il y a la littérature, le cinéma ont beaucoup participé justement de cette image de l'espion, de l'espionne. Très séducteur ou mystérieux. Mais bon, la réalité d'espionnage, c'est pas toujours aussi glamour. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre aussi. Il y a des personnages un peu moches, un peu minables, mais qui font une force. Ils peuvent faire aussi des choses importantes. Et pourtant, Sidney Reilly, donc, ce serait un des fondateurs, entre guillemets, le héros choisi pour James Bond, c'est ça? Il aurait effectivement servi de modèle pour Fleming, pour la création de son personnage, parce que c'était un séducteur, parce que c'était un homme... mais bon, le personnage de James Bond littéraire et du cinéma, il est beaucoup plus fidèle à son pays que Fleming, que Riley. Dans les livres, il est différent de ce qu'on voit au cinéma, d'ailleurs. Aussi, beaucoup plus dur. La source d'inspiration, c'est quoi pour vous? Ça a été les romans, ça a été des documentaires, ça a été... Moi, ce que j'aime, c'est l'histoire. Donc, moi, ma spécialité en tant que journaliste, entre guillemets, enfin voilà, je ne fais pas de l'info, mais je raconte l'histoire avec un grand H. Ouais. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est raconter l'histoire. Et je pense que l'espionnage, c'est une manière de raconter l'histoire. Raconter la vie de Pham Xuân Anh, c'est raconter la guerre du Vietnam. L'histoire de Christina Skarbek, c'est quand même la place de la Pologne dans la Seconde Guerre mondiale. Parler de Marthe Richard, c'est des manières de raconter l'histoire par un autre biais et qui peut intéresser des publics qui ne sont pas forcément friands de l'histoire, justement, qui ont peut-être eu des mauvais souvenirs de leurs études et des cours d'histoire. Et c'est une entrée. Je pense que c'est un mode d'entrée dans l'histoire aussi. Et quand je rencontre des lecteurs, ça m'arrive dans des présentations de mon livre, je rencontre des enfants... des adolescents et qui adorent les histoires d'espionnage. Et je me dis, c'est pour eux, c'est peut-être une manière aussi de s'intéresser à l'histoire. Parce que j'essaie de pas trop, dans mon livre, comme dans mes podcasts, de pas jouer sur une fibre complotiste, trop, complotiste, le mystère, on nous cache tout, on nous dit rien. C'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, on peut parler d'espionnage tout en étant historiquement fiable. Et c'est une porte d'entrée pour l'histoire. Ouais, je suis d'accord. Votre film d'espionnage préféré, ce serait quoi? Pas facile. Moi, c'est Hitchcock. Ah oui? Les 39 marches. Les 39 marches, oui. Moi, j'ai une passion pour Hitchcock. Oui, je comprends, effectivement. J'ai beaucoup aimé votre livre. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert des personnages que, évidemment, je ne connaissais pas. J'ai découvert des personnages dont je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas les détails. Moi, c'était pareil au début, quand j'ai commencé à travailler dessus. Dites-nous, franchement, vous avez été approché par quel service de renseignement? Aucun. On est entre nous. On est entre nous. Non, je serais incapable d'être espionne. J'ai reçu quand même un prix
prix, le prix Média de l'Académie du renseignement. J'avoue que j'étais très, très impressionnée quand j'ai reçu ce prix. Je me suis retrouvée devant un aréopage de messieurs, surtout d'ailleurs, qui est très, très, très sérieux, très sympathique et bardé de décorations. J'étais très impressionnée et là, je me dis, là, il doit y avoir quelques espions dans la salle. Il y a des personnages que vous auriez aimé rencontrer, interviewer? Ah oui, tous. Tous, ouais. Ah oui, tous, j'aurais aimé les rencontrer. Ouais. Ça aurait fait un livre par personne, alors. Oui, non, mais c'est des personnages qui sont touchants. Quoi, il y en a qui sont très attachants. Ouais, attachants ou intrigants. Quoi. Ouais. On a envie de savoir qu'est-ce qui les a motivés. Quoi, ouais, et comment ils ont... Parce que après, on ne peut pas toujours dire « j'ai été espion » ou « j'ai été espionne ». On ne peut pas toujours le dire au grand public. Du coup, on n'a pas forcément la reconnaissance, etc. On doit retourner, une fois que c'est terminé, on retourne dans l'anonymat et voilà, on est obligé d'être discret. C'est beau d'ailleurs. Ben oui, c'est beau, mais c'est romantique, mais c'est bizarre comme situation. Il y a des personnages romantiques dedans d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il faut lire ça, Espion en guerre de Stéphanie Duncan. Franchement, bravo. Merci, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, on passe un très bon moment, 2 très bons moments parce qu'ils sont tous différents, donc c'est vraiment bien. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Et ben, moi aussi. Vous êtes déjà sur un autre livre ou Chaque chose en son temps. Je travaille en même temps pour la radio, pour France Inter, donc j'ai pas mal de travail. Bon, en tout cas, vous connaissez l'adresse maintenant, vous êtes chez vous. Mais pourquoi pas un autre livre? Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous.